Merci, cher Beina, pour cette présentation, je dirais, exhaustive, hein, pour tous les besoins pour la femme enceinte. Peut-être pour les questions, par la suite, on verra comment on peut pouvoir peut-être cadrer tout ça pour une femme. Et ça serait une bonne occasion d'en discuter avec vous. Alors, pour la prochaine présentation, c'est notre ami Youssef Abou Salah qui va nous parler comment produire, je dirais, des bébés intelligents. Hein. Donc, par la nutrition. Ben, c'est ça. Alors, la nutrition et la neurocognition durant les 1000 premiers jours. Donc, tu es de la maison, tu as 15 minutes. Merci. D'accord, même pas. Tout d'abord, je remercie mon collègue professeur Boule d'avoir zappé la sienne pour nous faire gagner le temps. Je vous garantis que je vais être très très vite. Je vous économiserai même 5 à 10 minutes, d'accord? Je vais essayer d'être très très rapide. Donc, notre thème de ce jour, c'est la nutrition et la cognition durant les 1000 jours. J'ai rêvé de Shakespeare ce soir, donc c'était en anglais. Voilà, donc je ne vais pas quand même rappeler l'intérêt de ces 1000 jours-là qui sont très très critiques, soit disons au niveau du développement physique et du développement intellectuel de l'enfant. Et si on arrive à prévenir, ça va faire beaucoup de bien pour nos enfants. Alors, comment on intervient? Bien sûr avec une nutrition adéquate et puis des pratiques très importantes et surtout du stress. Je souligne un environnement très sain, très très sain, avec vraiment des soins très suffisants et surtout une très bonne hygiène et un environnement familial très 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 sain. Je ne vais pas comment revenir sur la définition des 1000 jours, vous connaissez, c'est la somme des choses. Je crois que cette diapositive va quand même résumer un peu l'importance de ces 1000 jours, ok? Donc peut-être c'est des répétitions, mais vous voyez, il y a plusieurs phases, ok? Et puis vous avez dans chaque phase ce qui est très très important, ok? Donc anténatal, vous avez cette phase-là, vraiment c'est très très important au niveau de supplémentation de fer et de l'acide folique pour la femme enceinte. Vous avez après la naissance, question d'allaitement maternel exclusif. Vous avez aussi tout le monde tiré de la surveillance de la croissance de l'enfant, ça c'est très important. Vous avez bien sûr, si c'est possible, d'avoir des aliments de base fortifiés, okay, comme chez nous, pour la farine par exemple de fer, le sel, etc., 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 etc. Et c'est très important, puisqu'on avait parlé aussi de l'eau tout à l'heure, il faut voir de l'eau qui est très très bonne, potable, et bien sûr, il faut voir des conditions de, voilà, ce qu'on appelle parce qu'il y a des milieux où les conditions de sommeil sont très mauvaises, parce qu'il y a des parasitoses, il y a des piqûres, etc. Il faut vraiment avoir un environnement de sommeil aussi, c'est 8 heures de sommeil, pour que ça se passe dans des conditions saines. Par contre, ça peut-être c'est très important, si on peut prendre 2 secondes d'en parler. Vous avez 3 éléments ici, ce qu'on appelle le poids pour âge, WAS, la taille pour le poids pour taille, le WHZ, et vous avez ce très important, c'est le retard de croissance qui a été exprimé par le height for age, le HAS. Regardez ce bleu-là, et regardez, essayez de vous repérer pour le 24 mois, vous allez retrouver peut-être à peu près ici, okay, entre 22 et 25, voyez les courbes là, la rouge et la verte, il y a quand même une stabilité plus ou moins, mais regardez les dégâts qui se font à l'échelon international. C'est une méta-étude. Sur ces 4 pays, vous voyez que nous partons des retards de croissance qui sont très sévères en retards de croissance qui sont plus sévères, et c'est mesuré par l'écart à la moyenne de ce qu'on appelle, vous connaissez tous cette histoire de score Z. Vous avez un fléchissement en bas. Voilà. Bon, je ne vais pas quand même dire, vous avez un cerveau qui se développe bien sûr déjà in utero, et qui se développe en cours, après 2 années. Il y a même cette histoire de neurogénèse dans des parties préfrontales, où on peut avoir l'espoir d'avoir quand même des multiplications des neurones dans quelques espaces, mais c'est très important, il faut avoir une bonne nutrition, il faut avoir
non-exposition au stress toxique qui peut être soit des radicaux libres, etc., etc., etc. Donc, pour assurer un développement mental. Donc là, c'est le développement du brain. Alors, comment se développe ce brain-là, ce cerveau-là? Vous avez bien sûr, entre la conception et la naissance, vous avez la phase de prolifération cellulaire et de la migration des cellules au niveau du cortex. Okay? Et vous avez, parce que ce qui nous intéresse maintenant, regardez, 2 années, vous avez ici 2, le chiffre 2 après 12, 2 années, vous avez toutes les courbes augmentent jusqu'à des plateaux à ce niveau-là, et juste après 2 années, vous avez celles qui vont diminuer. Donc, effectivement, il y a une utilisation, une efficience optimale de l'énergie et l'utilisation de la nutrition. Avec grand sigma, les éléments nutritionnels sont utilisés optimalement pendant cette période-là. Et après, il y a des risques de non-rattrapage. Voilà, donc ça encadre ça. Et vous avez par exemple le fer, vous avez pendant cette période-là, vous avez 0,27 mg par jour entre 0 et 6 mois. Okay? Et vous avez, ça augmente à un pic de 11 mg par jour. Et puis ça descend. Donc, comme quoi la fenêtre de ces 1000 jours est très très importante en termes de demande en fer. Bien sûr, le problème, c'est qu'on ne peut pas mesurer, c'est très difficile de mesurer l'intelligence, ce qu'on appelle le cognitif, la mémoire, l'intelligence, le raisonnement d'un enfant d'1 année à 12 ans. C'est très difficile. Par contre, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à l'adulte, jusqu'à même une personne âgée, il y a ce qu'on appelle des batteries de tests cognitifs, des tests d'intelligence comme le Ravel, des tests de mémoire, etc. Mais pour cette période-là, c'est surtout la relation psychosociale qui va être exprimée par la relation entre la mère et l'enfant. Si la relation entre la mère et l'enfant est très bonne, ça veut dire que sa cognition est très bonne. C'est-à-dire, par exemple, quand la maman allaite l'enfant, il faut qu'elle ou qu'il la regarde dans les yeux. C'est vraiment un signal de bonne cognition, de bonne relation. Est-ce que j'ai besoin de ça? Tu m'as perturbé là, mon cher ami. Ok, ça va. Donc, j'ai dit quelques mots sur cette histoire du psychosocial. Donc, je ne vais quand même pas lire tout ce que j'ai ici. Alors, le développement de l'enfant, bien sûr en termes neuro-cérébro-cognitifs, ça demande bien sûr, vous avez ici le temps de parentine, et ça engage aussi l'homme avec grand âge. Donc, un bon parentine, que ce soit de la mère et de l'enfant, un environnement stimulant est très très important, et bien sûr une éducation précoce. La mise à l'épreuve précoce est très importante aussi pour stimuler les fonctions cognitives de l'enfant. Et bien sûr, de l'autre côté, ce qui est mauvais, il faut l'éviter. Okay? Vous avez un milieu familial où il y a beaucoup de violence, etc. Ça crée beaucoup de problèmes au niveau de la cognition et du développement de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez toujours cette histoire de 1000 jours, la fenêtre. Et vous avez ce qui va être optimal. Vous avez des facteurs. Si vous avez des facteurs de risque qui sont supérieurs aux facteurs protectifs, vous êtes dans le bas. Vous avez donc une fonction cérébrale mauvaise. De l'autre côté, vous avez une fonction cérébrale qui est très optimale. Et puis, il y a des possibilités de réduction des facteurs de risque après 2 années, mais pas pour tous. Par exemple, la carence en fer, lorsqu'il est soit prénatal ou bien après la naissance, il est difficilement récupérable et corrigeable à l'âge jeune ou bien à l'âge adulte. Donc il y a des choses qui ne sont pas vraiment très récupérables. Là, c'est pour vous dire qu'il y a un problème de retard de croissance qui peut être un retard de croissance initié in utero qui va être engendré vers l'extérieur et l'enfant va avoir ce qu'on appelle le retard de croissance, c'est-à-dire une petite taille. Alors, est-ce que c'est réversible? Mais growth catch-up is possible in later childhood. On peut rattraper quand même avec une suralimentation, avec beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, mais regardez l'autre côté, mental and cognition impairments are often permanent and irresistible. Si je peux récupérer afin de catch-up growth physique, il est malheureusement difficile, non possible de rattraper le développement
cognitif et neuronal après 2 années, après cette fenêtre. Alors, il y a quand même un certain nombre de stratégies. Nous avons écouté le ministère de la Santé. Donc, vraiment, ce sont des approches, bien sûr, multidisciplinaires. Vous avez le côté education, le numéro 3. Vous avez la sécurité alimentaire dont on a parlé notre ami Silboul. Vous avez tout le côté environnement avec l'eau potable, etc. Vous avez, bien sûr, j'ai parlé de la protection sociale de l'enfant, etc. Et tout ça, ça peut engendrer un état nutritionnel pendant cet âge-là. Donc, c'est multisectoriel. Cette boucle aussi, ça exprime ce côté-là du multisectorialité de l'approche nutritionnelle. Je n'ai pas le temps pour revenir. Bien. Donc, ce qui est très important pour comprendre le développement du cerveau, est le lier au développement neuronal et après, par corollaire, le lier au développement cognitif. Il y a 3 niveaux. Il y a un développement du cerveau. Par exemple, je vais défiler un petit peu, je vais essayer de revenir. Après, voilà, je m'excuse, parce que il faut gagner le temps, voilà, je suis là. Est-ce que vous voyez, vous avez un cerveau qui va augmenter de taille, de 100 grammes à peu près 1 kilogramme. Ok? Voyez un peu le rôle des oméga 6 et des oméga 3 qui vont engendrer les acides gras polyinsaturés à chaîne longue, les PFA qu'on appelle les DHA ou bien les ECOSA. Donc vous voyez un peu, c'est linéaire. Vous voyez, c'est presque une régression linéaire. C'est une corrélation très très importante. Donc vous avez des nutriments qui sont corrélés avec rien qu'avec la multiplication neuronale en termes de quantité. Maintenant, en termes de qualité, il y a beaucoup de choses, par exemple le fer. Donc je vais essayer de revenir pour vous accompagner avec ces histoires. Je vais retrouver. Voilà. Donc là, regardez ce développement-là du cerveau humain. Vous avez ce cadran-là, il est dans les 1000 jours, il exclut un petit peu quelques jours, mais vous voyez pendant cette période-là, il se développe au niveau du cerveau. Donc je parle en termes qualitatifs cortical. C'est pendant cette période que se développe le cortex qui est responsable de la vision, la partie de vision, la partie de l'ouïe, la partie, j'arrive pas à lire là-bas, le langage, etc., etc., etc. Donc le centre de langage qu'on appelle le centre de Broca et de Vinci, il se développe pendant cette période. Regardez, après le cadran, la plupart des indicateurs de développement rechutent après 2 années. S'il rechute, on ne peut pas rebondir. C'est difficile de rebondir, même avec une bonne nutrition. Donc, je ne vais pas quand même tout lire parce que je sais que je vais quand même... Il y a beaucoup de choses, mais je vous explique seulement 2 choses. Voilà. Si vous arrivez à voir ça, rien que le faire, entre la naissance et un an, le fer il est exigeant. Il n'attend pas les 2 années. Si on rate l'opportunité de la première année, le fer, déjà on a beaucoup de problèmes à long terme. Même si je supplémente, même si je corrige, même à long terme. Il y a des cohortes qui sont faites jusqu'à 10 ans, ça ne revient pas. Pourquoi? Parce que si dans cette période-là, vous avez l'utilisation optimale du fer, et en même temps, vous avez la croissance neuronale, la synaptogénèse, l'oligodendrocytogénèse, etc., etc., etc. Donc, si on rate ça, donc on est vraiment en corrélation avec les stratégies de nutrition qui font qu'il faut vraiment mesurer l'état nutritionnel en fer et agir. Je ne vais pas quand même supplémenter, mais il faut agir. Ça dépend des situations. Il y a des situations où on peut supplémenter. Il y a des situations, même avec la stratégie de supplémentation, on n'arrive pas à avoir, soit on est visible, où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de... Donc la supplémentation, il est un peu plus difficile que la fortification. La fortification, les gens peuvent aller acheter. Mais la supplémentation, il faut que les gens, dans les différentes situations, aient accès à ces médicaments-là, à ce cas. Donc, pour vous expliquer ici, seulement au niveau 2, irréversible, vous avez tout la lignée dopaminergique, c'est-à-dire ce qui est très très important, un enfant qui est carencé en fer, malheureusement,
ne peut pas se sentir heureux. C'est-à-dire parce que la dopamine, il est responsable de l'émotion de plaisir. D'accord? Donc c'est un enfant qui, même si vous le voyez un peu effacé, vous le voyez un peu frustré parce que il est carencé en fer. Et malheureusement, c'est irréversible. D'accord? Donc j'ai beaucoup à vous dire, mais malheureusement, pour vous faire gagner le temps, je m'excuse et je vous remercie. Merci, professeur Salah. Donc j'invite tous les orateurs à me rejoindre peut-être pour prendre 5 minutes de discussion s'il y a des questions dans la salle. Satara. Oh, alors je vous dévoile ici. Vous avez écrit sur le même document, c'est ça. Je parle à une doctorante, donc vous avez écrit ici l'ordre. Ça c'est important aussi, c'est l'ordre de passage des communications orales, puisqu'on a passé le document. Je me permets de le mettre ici pour nos doctorants, ou bien nos nouveaux docteurs, nos récents, pour savoir l'ordre de leur communication. Il y a 12 journées aujourd'hui, de 1 à 7, et puis de 8 à 16, c'est pour demain. J'ai une question, professeur Abou Salah, pour le développement du cerveau. Effectivement, le développement du cerveau à partir d'un certain âge, il est très difficile de récupérer. À partir de, par exemple, d'une année. Mais tu as beaucoup plus incriminé le fer. Un exemple. Comme exemple. Ouais. Mais il y a d'autres exemples, comme le zinc, par exemple. Voilà. Donc tu as répondu à la question. Vous ne direz pas le contraire que la concentration en zinc du cerveau fait 2 ou 3 fois celle des autres organes. Donc vous avez la concentration en zinc, en fer et même oméga 3 et oméga 6 sont plus concentrés au niveau de notre cerveau par rapport à d'autres organes, même le foie. Surtout pour donc les neurotransmetteurs que tu as montré, exactement. La dopamine, la sérotonine, le GABA, etc. Exactement, et ça se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les méthylthionéines. Je vous rappelle les enzymes qui fixent le zinc. C'est pour cela que le zinc, il est difficilement estimé, l'état en zinc, il est difficilement estimé parce que son niveau plasmatique, il est labile. Il n'y a que peu dans le plasma. Donc pour chercher le zinc, c'est très difficile. Il faut aller voir soit les cheveux, parce que le zinc en général, il accompagne des protéines qu'on appelle les hétéroprotéines thiolées, qui contiennent le soufre. Donc on va le retrouver dans les kératines, dans les phanères, ou bien dans toutes les parties vraiment qui sont scléroses. Par contre, si vous le cherchez c'est un mauvais indicateur. Le zinc, c'est un mauvais indicateur de le chercher au niveau du plasma. C'est ça. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas le chercher où. Parce qu'en général, pour le faire, je vais chercher la ferritine pour voir la réserve. Je vais mesurer l'hémoglobine pour voir si j'ai un problème grave avancé. Mais pour le zinc, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas accès au cerveau, malheureusement. C'est difficile. Donc tous les travaux qui se font, ce sont des travaux au niveau modèle animal. Et on essaie de transposer par rapport à l'homme avec vraiment des coefficients de correction qui sont très, avec des précautions. Pour le zinc, oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu as des recommandations pour profiter pleinement de cette période de croissance, je dirais, cérébrale, ne serait-ce qu'en matière justement de micronutriments pour les bébés pendant cette fenêtre d'opportunité? On vient de l'entendre que c'est une période d'opportunité. Donc, si on se
Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que Mme Bayna a parlé. Parce qu'effectivement, c'est logique, c'est très tous les éléments qui sont là, dedans, dans notre organisme, ils ont un rôle. Et quand il y a une carence de cet élément-là, il y aura une répétition quelque part. Malheureusement, il y a des éléments qui sont clés, qui répercutent à l'âge avancé, et surtout sur un moteur qui s'appelle le cerveau. Le fer, l'équilibre oméga 3, oméga 6 sur oméga 3 doit être autour de 2, 2,5, ok? Et bien sûr, le zinc. Ok? Je ne parlais pas de l'iode, parce que à ce niveau-là, vraiment, au niveau d'iode, il faut déjà corriger la maman. S'il y a un problème de goitre clinique qui est là, il faut corriger la maman. Mais déjà, on essaie d'attaquer les trois là, l'équilibre oméga 3, oméga 6, le fer et le zinc, pendant cette période-là, ils sont très très importants. Maintenant, comment? Je ne sais pas. Est-ce que nous avons bien fait au Maroc? Nous avons fortifié la farine de blé tendre avec la forme du fer élémentaire, électronique, carbonunique, c'est-à-dire tout ce qui est de brut, tout ce qui est vraiment le plus simple. C'est vrai que c'est moins cher, c'est vrai que moins disponible, mais des risques de chélation sont grands, soit avec les lipides, etc. etc. C'est ça là. Vous m'écoutez, c'est ça là. Et là, qu'en est-il? Je crois que Mme Ma'amari est encore là, et le ministère de la Santé est conscient. On est en train de discuter ça, mais malheureusement, l'alternative, ça coûte cher. Ajoutez le DTA, iron, fer. Et celui-ci, ça va faire augmenter le prix du pain de 1 dirham 20. Ah, c'est pas moi, je ne vais pas le dire le chiffre, c'est mort d'Aran faire sabah. Vous avez compris. Donc là, c'est un enjeu, comment faire. C'est pour cela qu'il y a même des pays qui ne discutent pas cette histoire de fortification. Pour eux, la stratégie numéro 1, c'est l'éducation nutritionnelle et la diversification alimentaire. Après, on va voir. D'accord? Donc, un enfant, et c'est votre communication. C'est la vôtre. Moi, je m'arrête dans la fenêtre d'opportunité. Vous allez introduire les aliments, la diversification alimentaire. Je ne vais pas quand même chevaucher sur la vôtre. Et moi, merci pour la question. Merci pour votre présentation qui a été très claire et vous avez soulevé un point très important. Justement, je veux juste poser une question sur quand vous avez discuté le rôle des oméga 3 et oméga 6 au cours de la période de 1000 jours. Oui. Est-ce que nous ne pouvons pas, par exemple, recommander aux femmes pour donner l'huile d'olive à leurs enfants à partir de la période de diversification, c'est-à-dire à partir de 6 mois. Puisque l'huile d'olive... Non. L'huile d'olive ne contient pas. C'est très... vous avez peut-être pensé à autre chose et vous avez bien dit l'huile d'olive. Je pense bien que vous voulez dire une autre huile. L'huile d'olive, il est pauvre en acide oméga 3 et oméga 6. Il contient beaucoup d'acide oléique qui est monoinsaturé. Une seule désaturation. Et cette huile d'olive qui est riche... Je me permets quand même de faire, parce que votre question elle est pertinente. L'huile d'olive, elle est riche en acide oléique, oméga, c'est-à-dire 9. D'accord? Et c'est monoinsaturé. Et les nutritionnistes, ils l'appellent un acide neutre. Parce que, quel est le problème? Si vous prenez beaucoup d'oméga 6, c'est un facteur oncogène. C'est de l'huile là. Si vous prenez beaucoup d'oméga 3, c'est un facteur protecteur. Au niveau de l'organisme, c'est l'équilibre entre les deux. C'est un rapport. Au début du siècle, c'était de 1. C'était idéal. Maintenant, il peut aller jusqu'à 10, jusqu'à 20, et c'est mauvais. On dit que 10 grammes oméga 6, 2 grammes oméga 3, rapport de 5 est bon. Maintenant, ce qui est très important, c'est de faire une éducation nutritionnelle pour les gens, pour leur montrer quels sont les aliments dont oméga 6 sur oméga 3 et dans cette tranche. J'ai les aliments, j'ai
dans mon cours, je n'ai pas ça dans ma tête, je peux me permettre de vous le mettre ici, les aliments, chacun oméga 6 sur oméga 3 dialogue, chacun. C'est le message qu'il faut passer aux individus. Oui. Ta présentation, mais j'ai eu l'occasion d'assister dernièrement à une très grande étude qui a gagné un grand prix mondial et qui s'intitulait Nutrition et système immunitaire. La nutrition et système immunitaire, oui. Et dans cette étude, c'est des Anglais qui ont tout simplement donné aux femmes enceintes du saumon qui est l'équivalent du sardine. Et ils ont mesuré le bénéfice sur leur progéniture après 2 ans. Donc ils ont trouvé qu'il y avait une protection très significative contre l'asthme et contre plusieurs autres maladies pour les nouveau-nés. Donc ça, ce qu'il est en train de parler. Donc c'est-à-dire, à mon avis, il faut toujours, dans un premier lieu, aller chercher une alimentation saine, une alimentation bien équilibrée, parce que je vais revenir peut-être à ce qu'il a dit mon ami. Je suis très heureux de t'avoir vu. J'ai pensé à toi, ça fait 3 ou 4 jours, quand on faisait les rallyes à des gazelles. Donc on a eu beaucoup de bons temps ensemble, quand on travaillait ensemble. Et moi, la question que je vais te poser, tu as dit à un certain moment qu'on est obligé de supplémenter pour les femmes enceintes. Mais quel type de femmes enceintes? On sait très bien que nous avons des femmes enceintes dans des régions que nous avons visitées ensemble, hein, et quand on a eu un super rapport, et qui n'ont accès qu'à la farine et qu'à le thé. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Parce que, en même temps, je reste un petit peu sceptique d'une supplémentation automatique. Parce que, où est l'organisme là-dedans? Comment on va faire travailler notre organisme, notre physiologie? Comment il va peut-être pouvoir extraire les nutriments des aliments? Peut-être conseiller également en parallèle une alimentation saine et attendre et faire toute une panoplie des analyses pour savoir lesquels qui manquaient de ces micronutriments. C'est pas ce que tu penses. Merci, cher ami. Oui, en effet, le premier réflexe, c'est de conseiller une alimentation équilibrée, une hygiène de vie, de l'activité physique. Ça, rien ne détrône cette approche-là. Ça, c'est la règle numéro 1 qui devrait être systématiquement préconisée et même, on va dire, booster les gens et les jeunes femmes, puisque c'est des femmes dont on parle, à d'abord, je dirais, essayer la voie, entre guillemets, naturelle, l'alimentation équilibrée, l'hygiène de vie saine. La réalité, elle est là. C'est que nous sommes dans un système mondialement qui surconsomme nos micronutriments, pour les diverses raisons dont on a pu parler, et le constat, il est là. Il est malheureux, mais il est là. Donc, que faire? Sachant aussi que pour corriger un profil en micronutriments, ça prend du temps, 3 à 6 mois. Rien que pour se débarrasser des effets de la pilule, sur le statut micronutritionnel, il faut 6 mois. Et si la jeune femme tombe enceinte avant les 6 mois, après l'arrêt de la grossesse, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas l'idéal. C'est sûr, la supplémentation, nous on n'est pas là pour aider l'industrie pharmaceutique à vendre des suppléments, mais c'est un constat. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Je voudrais revenir sur l'histoire des oméga 3. Oui, bien sûr, nous avons visité des zones très déshéritées. Oustad, il a parlé de saumon, mais chez nous, nous avons un don du ciel. C'est des sardines, et qui en plus en bout de chaîne. Il n'a pas besoin de saumon, il n'a pas les métaux lourds. C'est un poisson de fin de chaîne, donc il concentre les sardines. Je pense à la région dont on parlait. Les sardines en conserve gardent leurs oméga 3 pour peu qu'elles soient dans l'huile. Donc c'est un bon outil pour corriger ou améliorer. Et en plus, c'est le poisson le moins cher. Donc oui, pour répondre, l'alimentation reste le conseil de choix. L'amélioration de l'hygiène de vie, évidemment. L'activité physique, bien entendu. Mais moi, je pense que
nous avons des problèmes de santé publique au Maroc. Nous avons le fer, nous avons la vitamine A. Peut-être c'est là où il faut se focaliser pour la femme enceinte. D'ailleurs, c'est ce qui se fait au Maroc. L'essentiel. Mais aller jusqu'aux vitamines, les différents types de vitamines et tout, c'est un peu, je dirais, ça va faire peur aux femmes de tomber. Je ne suis pas une femme, ça va faire peur aux femmes de tomber enceinte. Hein, mais c'est très bien ce que tu as montré. Maintenant, c'est vrai, s'il y a des déficits quelque part, il faut les corriger. Mais il faut aller chercher ces déficits. Et toi, ce que tu préconises, c'est de prendre l'ensemble des vitamines pour une femme enceinte. C'est-à-dire il faut plutôt avoir de la prévention, non? Il s'est arrêté sur le magnésium. Pour dire que le magnésium, vraiment, s'il faut vraiment systématiquement, s'il y a des problèmes d'intervalle intergésique, s'il y a des problèmes de vraiment un risque, il faut vraiment donner du magnésium. Alors que normalement, j'appartiens à une famille, et je parle des phytos de ma génération, ils ont 7, 8, 9, 10 frères. Ma génération, ok? Alhamdulillah. Ça veut dire quoi? Je suis d'une région où on mange des dattes. Alors pourquoi moi je vais acheter du magnésium? Je ne sais pas quel procédé et quelle qualité a-t-il ce magnésium-là, alors que je peux acheter 1 kilo de dattes et je serai bourré de magnésium. Pourquoi? C'est ça le problème. On a dans notre alimentation, que ce soit conventionnel, ou est-ce qu'on devrait faire un effort de manger, revenir un peu aux herbes, parce qu'on mangeait des herbes dans le temps des crises, qui sont très riches en vitamines, qui sont très riches en minéraux. Ok? Il faut chercher dans notre nature des éléments que nos ancêtres mangeaient et essayer de revenir pour les manger encore. Soit au niveau de seasoning, dans les salades, ou bien dans des soupes, etc. Et c'est riche en minéraux. Le harira qu'on fait avec la chou verte, avec le karmous nashif, le harira, il est très riche en minéraux, il est très riche en magnésium. Pourquoi aller? Parce que ça me rappelle, j'étais aux États-Unis pendant cette période de boom vitaminique. Mon station qui avait les vitamines. Tout le monde boit les vitamines. Et j'ai même fait des photos avec. Je me demande pourquoi. Je suis venu pour faire la nutrition. Il y a les sens, ils vendent les vitamines. Je n'ai pas compris. Maintenant, j'ai compris que c'était un boom. Il y a de lobbying derrière. Et puis ça a calmé un petit moment. Peut-être s'il veut revenir à l'histoire de l'achat des suppléments, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je suis d'accord avec vous. Corriger, vous me permettez que je parle? Bien sûr. Alors, corriger l'alimentation, pardon, c'est Madame Karima, corriger l'alimentation, aller vers une alimentation beaucoup plus naturelle, parce que le corps, il accepte tout ce qui est naturel, aller vers la supplémentation pharmaceutique lorsque le médecin trouve qu'il y a vraiment besoin. Sinon, c'est ce que vous avez dit, tout ce qui est naturel, le corps en a besoin. Pendant 4, 5, 6 mois, une alimentation naturelle, très bien équilibrée, ça va corriger pas mal de problèmes. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que... Je peux poser une question? Une petite question? Petite. La dernière, alors la dernière. La dernière de la dernière. On parle des 1000 jours. Ce qu'on a pris comme indicateur, c'est l'underweight. C'est ça l'indicateur qui a été pris par ceux qui ont parlé des 1000 jours, de la fenêtre des 1000 jours. Et là, on est en train de parler de supplémentation. Est-ce que le ministère a développé d'autres indicateurs justement pour évaluer ces 1000 jours? C'est ça la question. Et sinon, c'est l'underweight qui a été décidé à l'échelle internationale et c'est ce qui est appliqué partout. Et c'est le plus faux. Je le critique. Oui. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui ont été développés par notre ministère? Parce que ça s'inscrit dans la stratégie justement du ministère aussi. Je me permets de répondre. C'est pour cela que il y a des études qui pensent que pas seulement son développement physique pendant la période est très important, mais son développement aussi neuropsychocognitif.
parce que c'est la base, c'est le background. Les 2 premières années, ils vont permettre beaucoup de choses. Donc il faut utiliser les mesures. C'est pour cela qu'il faut encourager la recherche, interface entre les neurosciences et la nutrition. C'est simple. Il y a des gens qui le font déjà, mais normalement le laboratoire doit s'investir pour chercher qu'est-ce qu'il y a comme relation entre l'amélioration de l'état nutritionnel et l'amélioration des paramètres, bien sûr, tout ce qui est au cerveau, soit en psyché ou bien en neurones. Je crois que le ministère toujours répond, ou bien suit ce qui est programmé par les organisations internationales. Je crois que bien, je crois que nous sommes très en retard. C'est pour cela que je prends la parole je m'excuse auprès des modérateurs. Et je vais aussi corriger ce qu'a affiché le professeur Boussalah. Alors on enchaîne donc avec les communications orales. Je suis désolée. Je ne veux pas pouvoir modérer convenablement parce que la liste, les noms viennent de m'être donnés et donc il faut que je cherche les résumés pour voir l'appartenance des différents orateurs. Mais bon, j'essaierai de me rattraper. Alors, je donne la parole à Madame Lamrani. Et comme a dit professeur Lebeau, on va vous donner 7 minutes. Oui, 7 minutes. Et pour laisser le temps à la discussion, parce qu'on a pris énormément de retard, et je propose de faire passer les différentes communications, je crois, et la discussion, on la laisse à la fin, donc on la concentre à la fin. Donc vous avez la parole, madame. Merci, madame. Merci pour votre invitation, monsieur Boul. Donc, avant de commencer, permettez-moi de poser une simple question. De manière générale, que pensez-vous de votre santé? J'espère bien. Excellent. En fait, c'est pour répondre à cette question préoccupante que nous avons réalisé ce travail intitulé « Âge et qualité de vie en relation avec la santé chez la population de la ville de Tétouan » mesuré par le SF36. Pour aborder ce sujet, nous allons voir une introduction, matériel, méthode, résultats et discussions et une conclusion et perspective. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la qualité de vie? La définition qui englobe tous les aspects de la qualité de vie est celle donnée par l'OMS, qui est la perception qu'un individu de sa place dans la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, et en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Et donc, on ressort de là la notion de la subjectivité. C'est un concept très large qui peut être influencé de manière complexe par la santé psychique du sujet, son état physique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales et sa relation aux éléments essentiels de son environnement. Et donc, c'est une notion multidimensionnelle. Elle est utilisée dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine médical. On parle de la qualité de vie en relation avec la santé, qui concerne la santé perçue par la personne elle-même. Quels sont les domaines d'application de la QVRS? Elle est appliquée dans la recherche clinique, l'évaluation médico-économique et dans la santé publique qui permet le diagnostic et la surveillance de l'état de la santé de la population, l'aide à l'élaboration d'interventions, l'identification de populations à risque et l'évaluation des performances des politiques de santé publique menées. Qu'en est-elle au Maroc? Peu d'études ont été réalisées et concernent uniquement des groupes ou bien des patients bien définis, comme c'est le cas de l'arthrite juvénile, rhumatoïde, etc. Et jusqu'à présent, à notre connaissance, aucune étude de QVRS n'a été réalisée sur la population générale. Ainsi, nous nous sommes fixés comme objectif de mesurer la QVRS chez la population de la ville de Tétouan à l'aide du SF36 et d'étudier l'effet de l'âge sur la QVRS. Pour répondre à nos objectifs, nous avons réalisé une enquête auprès de la population de la ville de Tétouan. Le questionnaire utilisé comprend 2 parties, une sur les données socio-démographiques et l'autre partie comporte la QVRS à travers le questionnaire SF36, qui est le Medical Outcome Study Short Form, composé de 36 items. Il est qualifié de gold standard puisque c'est l'outil le plus connu, le plus utilisé et il est validé et traduit en plus de 50 langues. C'est un outil générique, c'est-à-dire qu'il est appliqué pour tout type de population, auto-administré et génère 8 dimensions de la santé perçue
en plus de 2 scores combinés qui sont l'activité physique, les limitations dues à l'état physique, les douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, la relation avec les autres, santé psychique, limitations dues à l'état psychique et le score résumé physique et mental. Pour pouvoir extrapoler les résultats de cette étude, l'échantillonnage était l'un de nos gros soucis. Et donc la question qui se pose, comment avoir un échantillon représentatif de la population? Et sur notre population ciblée, qui est composée de personnes âgées de plus de 16 ans y vivant dans la ville de Tétouan, nous avons calculé la taille à partir d'un calculateur en ligne qui est le calculateur Hazard pour un intervalle de confiance de 84%. Et pour notre population mère, cela aboutit à 385 personnes. Et ensuite, nous avons choisi la méthode d'échantillonnage quota, qui est la méthode non probabiliste la plus connue et la plus utilisée. Et nous avons choisi comme critères le sexe, l'âge et le niveau d'instruction. Le traitement des données a été fait à l'aide du logiciel Sphinx version 5 qui permet la collecte des données, le calcul des scores modélisés et l'analyse statistique à travers le test de moyenne. Le calcul des scores pour chaque question est codé de points. Et puis, il y a des formules pour le calcul des scores qui varient de 0 à 100. Un score maximal qui s'approche de 100 veut dire qu'il y a une meilleure QVRS. Avant de commencer nos résultats, nous allons voir les caractéristiques de la population étudiée. L'échantillonnage par quota a abouti aux mêmes caractéristiques de la population mère en ce qui concerne le sexe et l'âge, est très proche de celles-ci concernant le niveau d'instruction ainsi que l'état matrimonial. L'étude de la QVRS de l'ensemble de la population a montré que les scores les plus élevés correspondent à l'activité physique avec un maximum de 75,2 aux douleurs physiques et la relation avec les autres. Cela veut dire qu'il y a une bonne perception de la QVRS principalement pour les dimensions en rapport avec la santé physique, c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas de problème pour la réalisation du travail, des tâches quotidiennes, le fait de marcher, etc. Par contre, les scores les plus bas correspondent à la santé perçue avec un minimum de 53,9, à la vitalité et les limitations dues à l'état psychique. Cela veut dire qu'il y a une mauvaise perception de la QVRS en rapport avec la santé psychique et donc ces personnes ont plus de problèmes de nervosité, de dépression et d'anxiété, etc. Les scores résumés physiques et psychiques sont relativement bas, avec un score résumé psychique qui est vraiment bas, elle est de 40,9. Ces résultats peuvent être, donc à travers ces résultats, nous constatons qu'il y a un malaise psychique chez notre population à Tétouan. Ceci est cohérent avec les résultats d'une enquête nationale sur la santé mentale qui conclut que la santé mentale est un réel problème de santé publique au Maroc. Ceci peut être dû aux facteurs socio-économiques de notre ville Tétouan, comme c'est le taux de l'alphabétisme, la pauvreté, le chômage qui sont assez élevés, à la mauvaise qualité des services sanitaires en plus de la non-systématisation de l'utilisation des études de QVRS dans la définition des politiques sanitaires et sociales. En comparant nos scores avec d'autres pays occidentaux, nous constatons qu'ils sont assez bas. Et donc, là encore, il y a des réels problèmes dans la perception de la santé. Par ailleurs, ces résultats peuvent être considérés comme étant des données normatives du SF36 pour la population de la ville de Tétouan et peuvent être utilisés pour des comparaisons avec d'autres populations. Nous avons ensuite analysé l'effet de l'âge sur la QVRS et nos résultats montrent que c'est la classe des 25-34 ans qui a une bonne perception de la QVRS avec des scores significativement hauts à très significativement en bleu et la majorité des scores commence à diminuer avec l'âge pour arriver à la classe des plus de 55 ans qui ont des scores significativement bas en rouge pour la majorité des dimensions. Et donc, ce déclin, c'est-à-dire que ces personnes âgées ont plus de problèmes et des limitations dues à leur état physique ainsi que des limitations dues à l'état psychique. Ce déclin de la santé perçu avec l'âge, en particulier physique, peut être attribué au processus de vieillissement naturel ainsi
qu'aux maladies chroniques qui engendrent souvent des comorbidités. Se déclare malgré que la solidarité familiale des Marocains qui se porte bien. Mais la question qui se pose, pour combien de temps encore et avec quelles conséquences? D'où la nécessité de prise en compte de cette catégorie dans les politiques sanitaires par le développement, par exemple, des structures de gériatrie accessibles et, bien sûr, pour tout le monde. Et pour conclure ce travail, il y a une mauvaise perception de la QVRS, surtout les dimensions de la santé psychique. La QVRS est influencée par l'âge et ce sont les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. De ce fait, un travail de fond doit être réalisé par les décideurs et intervenants pour améliorer les déterminants de la santé perçus et adapter les politiques aux besoins de la population et spécifiquement des groupes vulnérables. Nous recommandons donc la systématisation des études de QVRS à travers des enquêtes périodiques en population générale, comme certains pays développés, la France, l'Espagne, les États-Unis, etc. Et donc, nous avons comme perspective la réalisation d'études qualitatives pour repérer les facteurs expliquant la mauvaise perception de la QVRS chez notre population, ainsi que l'étude d'autres déterminants de QVRS, comme c'est le cas du revenu, de milieu de résidence, etc., pour mettre en évidence d'autres catégories qui sont vulnérables. Ce travail a été accepté de l'un des journaux de l'Organisation mondiale pour la santé, qui est l'Eastern Mediterranean Health Journal. Et je vais achever par un proverbe arabe très connu, et merci de votre aimable attention. Merci Madame Amrani. Donc vous auriez compris que Madame Amrani vient de Tétouan, de la faculté des sciences, département de biologie. Merci. Donc comme on l'avait dit, on va passer au deuxième orateur, qui est Madame Chaeri. C'est bien ça? Alors, je vais découvrir en même temps que vous le titre de sa communication, parce que sur son résumé, je pense qu'il a été omis. Je me présente, je suis le docteur Chaeri Ahmed, médecin spécialiste en santé publique, chef service de l'action médico-sociale au ministère de la Santé. Mais maintenant, je ne suis pas venue en casquette du ministère de la Santé, je suis venue en tant que partager avec vous une réflexion concernant les inégalités sociales. C'est la réflexion à la contribution, à la diminution de ce qui est inégalité sociale. Enchantée. Donc vous avez 7 minutes. J'espère. Pour nous parler de tout ça. Voilà, permettez-moi d'abord de remercier la société de m'avoir invité pour partager avec vous cette communication. C'est concernant la réflexion à la contribution à la réduction des inégalités sociales de santé en matière nutritionnelle. Mon plan sera comme suit: une petite introduction, la problématique, l'objectif, les concepts, le modèle de pathway, recommandations CDSS et une petite conclusion. Concernant l'introduction, au Maroc, comme dans d'autres pays, il existe de fortes inégalités sociales en santé, comme le montrent les différences de morbidité et de mortalité selon la position socio-économique. L'alimentation et l'activité physique sont des déterminants majeurs et indissociables de la santé. Ils sont également considérés comme des facteurs participant aux inégalités sociales de santé. Alors, plusieurs pays ont intégré dans leur stratégie nationale des plans de nutrition visant à réduire les inégalités sociales orientées vers les aspects de la nutrition susceptibles d'avoir le plus d'impact sur la santé de tous les sous-groupes de la population. C'est-à-dire les personnes en situation de vulnérabilité, telles les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes violentées, etc. Problématique. Au Maroc, la problématique de la réduction des inégalités sociales en matière de nutrition correspond à une forte demande politique et sociale. Mais cependant, elle est faiblement marquée et inscrite dans les différents plans nationaux, notamment ceux ciblant la catégorie de la population vulnérable. Comme j'ai dit, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, etc. Mon objectif, c'est quoi? C'est ouvrir un débat constructif et mener une réflexion pour contribuer à la mise en place des interventions spécifiques afin de réduire les inégalités sociales de santé et en matière surtout,
c'est-à-dire inégalité sociale en santé en général, mais spécifiquement en matière nutritionnelle. Constat. Il faut dire que ce constat, je l'ai mené à partir, c'est-à-dire il est soulevé à partir d'une méta-analyse de la revue de littérature, etc. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la lutte contre les inégalités sociales est devenue une action prioritaire. C'est une priorité devenue une urgence mondiale sous les effets de la crise économique. Malheureusement, si on dispose aujourd'hui d'importantes données faisant état de ces disparités sur des indicateurs multiples de santé, les mesures à entreprendre pour diminuer les inégalités de santé et leur efficacité demeurent largement inexplorées. Cette situation contraste avec le foisonnement, c'est-à-dire le foisonnement des actions entreprises localement auprès des publics défavorisés, qui se donnent explicitement cet objectif, mais qui n'en mesurent pas toujours les effets réels positifs et négatifs. La réduction des inégalités de santé en général constitue le défi prioritaire des systèmes de santé dans la plupart des pays du monde. Il y a l'absence d'un modèle miracle. Il n'y a pas de modèle miracle, il y a plusieurs modèles, mais un seul qui est miraculeux, non. Mais la connaissance a fortement progressé au cours des dernières décennies. Les modèles commencent à expliquer comment les inégalités sociales se transforment en inégalités de santé, et d'ailleurs c'est ça le souci du système de santé en général. Difficulté de l'évaluation et pauvreté de la recherche sur l'efficacité des actions, les connaissances sont très largement inexplorées. Le champ recouvert par la notion générique d'inégalité sociale de santé n'est pas toujours clair. Les modalités d'action pour s'attaquer à ces inégalités relèveraient moins de l'intuition et du militantisme que de la mise en place d'une véritable stratégie d'action mêlant différents niveaux d'intervention d'acteurs et de responsabilité politique. Alors c'est pourquoi les chercheurs, à travers une revue de littérature, ils ont réalisé qu'il serait essentiel de faire 3 points, de réaliser 3 points. D'abord, clarifier le désavantage, c'est-à-dire davantage les concepts des inégalités sociales de santé, expliquer la façon dont elles émergent, et troisièmement, réaliser ou bien restituer la place et le rôle des acteurs dans la promotion de la santé dans cette lutte. Les concepts clés, alors je vais passer rapidement parce que puisque je n'ai pas du temps, je vais parler des inégalités sociales quand même de santé. Alors c'est l'écart d'état de santé socialement stratifié. Les inégalités sociales de santé touchent un vaste éventail d'indicateurs de santé allant des facteurs de risque aux résultats de soins et reproduisent dans le domaine sanitaire les inégalités existantes entre les groupes sociaux. Enfin, ce sont des variables, ce qu'on appelle des variables indépendantes qui existent dans la revue de littérature. On parle de déterminants sociaux de la santé, on parle de gradient social de santé, on parle d'équité en santé, on parle d'intervention santé des populations sur les inégalités sociales de santé. C'est les concepts, ce qu'on appelle les concepts clés des inégalités sociales de santé, généralement et dans le cas de la nutrition spécifiquement. Position sociale aussi, je m'arrête là parce que c'est important, on va le voir dans les approches. C'est une place qui est occupée par un individu dans la structure sociale en vertu de son appartenance à un ou plusieurs groupes sociaux. Toutes les sociétés sont stratifiées en fonction d'un certain nombre de critères qui déterminent l'accès qu'ont les groupes sociaux à un ensemble de ressources. La position sociale d'un individu elle est liée à son appartenance à certains groupes et détermine sa capacité d'accès aux ressources nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Enfin, les modèles, on a parlé beaucoup de modèles. La revue de littérature, plusieurs auteurs se sont efforcés de rendre compte de la complexité des déterminants sociaux en modélisant la façon synthétique l'ensemble des résultats des recherches en la matière. Alors, ils ont fait beaucoup, la littérature, une grande variété de modèles, mais le souci qu'ils ont, c'est qu'ils veulent savoir les différents déterminants qui participent à la genèse des inégalités au sein d'une société. Et ils veulent dessiner aussi le point d'entrée pour agir. Enfin, il y a des approches, qui est l'approche écosociale. C'est le modèle de Dahlgren-Whitted, présent ci-dessous, est sans doute le plus connu et le plus utilisé en épidémiologie sociale. Il tente d'articuler les 3 niveaux d'expression des déterminants sociaux, individuels, environnemental et sociétal. La pluralité de ces déterminants est ici illustrée en couches superposées avec au centre. Vous allez voir, au centre, c'est ça, l'âge, c'est-à-dire il y a l'individu en première position, l'âge, son sexe,
ces facteurs héréditaires. Et là, on peut parler des pathologies, on peut parler de beaucoup de choses. Alors, il y a d'autres facteurs qui influencent sur cet individu. Il y a le facteur lié au mode de vie individuel. Il y a l'influence sociale et communautaire, la condition de vie et de travail. Il y a la condition socio-économique, culturelle et environnementale globale. Enfin, malgré tout, l'intérêt de ce modèle pour appréhender simplement un phénomène complexe, il trouve ses limites dans le fait qu'il ne permet pas de hiérarchiser ou de quantifier l'influence des effets respectifs des différents déterminants présents. Il est donc peu utile pour dégager des priorités de santé publique et des modalités d'action. Qui est le modèle de Dietrichson et Hallquist, je m'excuse pour la prononciation, c'est concernant la stratification sociale et genèse de la maladie. Ce modèle, il a été adopté en 2001, mais l'accent sur la façon dont les contextes sociaux génèrent une stratification sociale et affectent les individus en fonction de leur position sociale. Il illustre la façon dont la position sociale des individus influence leur santé et leur capacité à faire des choix plus sains pour eux. En résumé, c'est ça la stratification sociale. Voilà, vous voyez à gauche, c'est à gauche, oui. La société, il y a le contexte social qui influence à droite sur l'individu, sur sa position selon sa position sociale, et puis qui influence la position sociale pour engendrer des pathologies et des conséquences sociales qui eux aussi ils influencent sur la société. Le modèle de Mackenbach, effet de sélection et relation de causalité. Le modèle de Mackenbach met l'accent sur les mécanismes qui génèrent des inégalités par effet de désélection ou par relation de cause à effet. Voilà. Le modèle des influences multiples tout au long de la vie, Life Course Model. Ce modèle positionne les inégalités sociales de santé comme le résultat d'expositions multiples et différentielles à certains risques environnementaux, psychologiques ou comportementaux dès le jeune âge et tout au long. Alors un petit mot sur la commission, la CDSS, la commission des déterminants sociaux de la santé. C'est une commission qui est formée en 2005. Elle regroupe des responsables politiques, des universitaires, d'anciens chefs d'État de ministres, présidée par l'épidémiologiste britannique Sir Michael Marmot. Cette commission a pour objectif d'étudier, d'un côté, les données disponibles pour tirer des recommandations relatives aux interventions politiques efficaces afin d'améliorer la santé des populations et de réduire les inégalités en matière de santé. Alors la commission, il a élaboré, parce que vu plusieurs modèles, ils ont élaboré un modèle qu'ils ont appelé modèle intégré. Donc ce dernier modèle, mis par la commission sur les causes fondamentales sociales structurelles des inégalités sociales de santé, ils ont cerné des causes et illustre la façon dont elle agit sur d'autres facteurs intermédiaires et successifs pour déterminer les états de santé différenciés des populations. C'est ça, sans rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps. Alors le rapport, c'est ça, c'est très important, le rapport de la commission, il a élaboré des recommandations pour faire face aux effets des inégalités en matière d'espérance de vie. Alors c'est ça les recommandations qui peuvent être même une plateforme d'une stratégie concernant la réduction des inégalités sociales en santé, améliorer les conditions de vie quotidienne, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles les individus naissent, s'alimentent, grandissent, vivent et travaillent et vieillissent, lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de l'argent et des ressources, c'est-à-dire les facteurs structurels dont dépendent les conditions de vie quotidienne au niveau mondial, national et local, la promotion de la santé dans la lutte contre les inégalités sociales de santé, développer la recherche, l'évaluation et la formation, coordination avec d'autres secteurs et départements, promouvoir le rôle des intervenants, parce que c'est un problème qui est transversal à tous les départements et tous les secteurs, mettre en œuvre localement, promouvoir le rôle des intervenants de terrain dans la lutte contre les inégalités sociales de santé. Alors, les intervenants, c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas ça. Ça existe au niveau de France et d'autres pays. Ce sont des interfaces entre le système de santé et la population et les intervenants des autres secteurs de l'administration publique. Enfin, pour conclure, il faut savoir que les inégalités sociales de santé en général, spécifiquement de nutrition, c'est un phénomène qui est complexe, c'est un problème de santé publique. Il est complexe par le fait que les concepts sont très différents, les définitions il y a multiples définitions, il y a les approches qui sont aussi, il y a plusieurs approches.
les conséquences aussi qu'il inflige sur la santé de la population. Lutter contre les ISS, un grand défi, une urgence prioritaire mondiale. C'est une sonnette d'alarme qui nous exige à réfléchir enfin. Comment pourrait-on intervenir ensemble pour lutter contre les ISS? Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Chahiri, d'avoir partagé avec nous votre réflexion sur les inégalités sociales en matière de santé et les recommandations qui peuvent pallier à ces inégalités. Et je passe la parole à Madame Besman Jacques. Alors, Besman Jacques fait partie de l'équipe de transition alimentaire et nutritionnelle de la faculté des sciences de Knetra. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec Étienne Cavalier, qui est un grand spécialiste de la vitamine D en Belgique et que j'ai eu l'occasion de connaître. Et votre travail est intitulé Prévalence de l'hypovitaminose D chez les femmes de Meknès durant la période 2013-2015. Voilà. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Nejar Besma, je suis doctorante en co-tutelle entre la faculté des sciences de Kenitra et la faculté de médecine de Liège en Belgique, sous la direction du professeur Ulbourg et sous la co-direction du professeur Étienne Cavalier, comme l'a bien dit Madame la professeure. Donc au jour d'aujourd'hui, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de présenter l'ébauche de mon étude concernant la prévalence de l'hypovitaminose D chez les femmes de la région de Meknès-Tefilaz au Maroc. Donc pour ce faire, je vais suivre un petit peu le plan suivant: une introduction, matériel et méthode, résultats, et enfin une petite conclusion. Alors en guise d'introduction, la vitamine D est très en vogue ces derniers temps, et plusieurs chercheurs de par le monde lui donnent un certain engouement de part de ses actions, que ce soit d'effets osseux et d'effets extra-osseux. Donc à rappeler que la vitamine D est essentiellement synthétisée sous l'action des rayons ultraviolets, sous le fait des cellules profondes de l'épiderme. Cependant, l'alimentation reste une source relativement faible pour avoir un bon apport en vitamine D, que ce soit d'origine végétale ou d'origine animale. Il convient de préciser que l'apport alimentaire en vitamine D reste tributaire d'un grand nombre de facteurs, à savoir ceux liés à l'individu, tels que l'âge, l'indice de masse corporelle, le régime alimentaire et le style vestimentaire. Cependant, il y en a d'autres facteurs, tels que la saison et la latitude, qui restent relativement liés à la géographie et à l'environnement de la ville. Donc, à rappeler que la vitamine D, elle est communément connue pour avoir son rôle osseux. Cependant, d'autres pathologies peuvent apparaître liées à son récepteur, la VDR, qui est présent sur un grand nombre de cellules. Sur ce plan pratique, nous nous sommes intéressés à l'étude du statut de la vitamine D chez les femmes de la région de Meknès au Maroc, et pour ce faire, on a mené une étude épidémiologique dont l'objectif est de déterminer la prévalence de l'hypovitaminose D chez les femmes sur une période s'étalant de 2013 à 2015. Donc, pour avoir une petite idée, vous mettre dans le bain comment ça s'est passé l'étude. Donc, c'est une étude, comme je l'ai dit, de 2013 à 2015 de type épidémiologique. On a fait un échantillon aléatoire simple auprès de 1320 femmes. Le recrutement de ces patients s'est fait auprès des analyses des laboratoires d'analyse médicale, où on a fait le prélèvement de la 25-OHD, le 25-hydroxyvitamine D et de la calcémie. Pour la mesure de la vitamine D et de la calcémie, elle était relativement homogène dans l'ensemble des laboratoires, qui a été faite par l'automate Elexis 2010 Roche.
Donc, les principales variables quantitatives de cette étude sont la vitamine D et la calcémie, alors que la variable qualitative ont été la saison donc du prélèvement et la spécialité du clinicien traitant. On s'est référé aux normes du GRIO, donc ce sont des normes françaises pour lesquelles on travaille dans la grande majorité des laboratoires. Pour une concentration inférieure à 10 nanogrammes, la patiente était considérée comme souffrant d'une carence en vitamine D. Entre 10 et 30 nanogrammes, elle souffrait d'une insuffisance, alors que les taux recommandés étaient relativement entre 30 et 70 grammes nanomol. Le traitement statistique a été réalisé par le logiciel SPSS 20. Donc, je vous présente les principaux résultats de notre étude. La moyenne d'âge, elle était de 55 ans. Le taux de concentration de vitamine D était de 18 nanogrammes par mol dans l'ensemble de l'échantillon, c'est-à-dire auprès des 1320 femmes. Donc, cette distribution, elle était répartie à 44% en carence, ça veut dire des taux inférieurs à 10 nanogrammes, en insuffisance à 40%, des taux recommandés seulement de 14%. La calcémie, elle était relativement normale, à 91 millimoles par litre. Il convient cependant, et ça c'est très important, que 30% de l'hypovitaminose D était liée à une hypocalcémie durant l'année 2013-2014. Les prescriptions ont été relativement élevées durant la période d'hiver, suivie de la période d'été, avec des effectifs en hiver de 211 de femmes carencées, en printemps de 160. Par contre, les insuffisances étaient en hiver de 157 et en été de 155. Ce sont les deux périodes de saison où il y a plus de carences et d'insuffisances. Donc, la première place du podium revient aux carences pendant l'hiver, suivi du printemps, puis par la suite l'été et l'automne. Bon, les spécialités des médecins traitants ne concernent plus uniquement les rhumatologues. Toute panoplie de cliniciens traitants commence à prescrire la vitamine D, notamment les généralistes, suivis des rhumatos, des endocrinos et des cardiologues. Bon, pour conclure, la prévalence de l'hypovitaminose D était de 85% dans l'ensemble de notre échantillon. Elle était répartie à 44% en carence et 40,76% en insuffisance, qui était à son tour liée à 30% d'hypocalcémie, augmentant le risque de fragilité osseuse et de risque de fracture. De ce fait, on peut constater que l'hypovitaminose D est considérée comme un problème de santé publique et il convient d'avoir une large sensibilisation des femmes et des cliniciens à ce propos. Comme perspective, nous envisageons d'explorer certaines relations de risque à effet entre la vitamine D et certains facteurs de risque, notamment les marqueurs de remodelage osseux et certains facteurs cliniques, et de développer des axes de prévention. Mais ce qui serait vraiment très intéressant et le fruit d'un travail de longue haleine, c'est de pouvoir établir des référentiels spécifiques aux normes de vitamine D pour la femme marocaine et non seulement pour la femme africaine. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Jean. Alors, on va rester dans le même laboratoire, le laboratoire ETAL, dirigé par le professeur Elbourg, et je vais donner la parole à Ilyas Samara. Non, c'est bien ça, qui va nous parler sur la prévalence du syndrome métabolique comparé à l'activité physique dans une population de Salé. Bonjour tout le monde, je suis très honoré de vous présenter ma communication orale intitulée La prévalence du syndrome métabolique comparé à l'activité physique dans une population de Salé. On a deux mots-clés ici qui sont le syndrome métabolique et on a ici l'activité physique. Bon, je commence par le plan que sera l'introduction, les définitions, des matériels, méthodes, résultats et conclusions. Bon, le Maroc est un pays en transition alimentaire épidémiologique.
Cette transition est accompagnée d'une augmentation de la charge des maladies cardiovasculaires liées à l'urbanisation et des modifications du mode de vie. Comme vous voyez dans cette map, cette carte qui présente la prépondérance des maladies non transmissibles, ici à peu près le grand nombre des pays qui ont comme première cause de décès les maladies cardiaques. Le Maroc figure parmi eux. Donc c'est une cause avec des causes comme le syndrome métabolique. Bon, je commence la définition du syndrome métabolique. Bon, le syndrome métabolique constitue une entité émergente qui regroupe chez le même individu plusieurs anomalies métaboliques qui prédisposent chacune au risque cardiovasculaire. Donc, on a l'obésité centrale, ou bien obésité androïde. On a dyslipidémie qui figure l'hypertriglycéridémie et une baisse du cholestérol HDL. On a une intolérance du glucose, des anomalies circulatoires telles que l'hypertension artérielle, l'augmentation de résistance périphérique et dysfonction endothéliale. Bon, le diagnostic du syndrome métabolique qui a été retenu selon la définition du National Cholesterol Education Program Adult Treatment Planetary, qui exige l'association d'au moins 3 des 5 critères suivants. Donc, un tour de taille chez les femmes supérieur ou égal à 88 cm et 102 cm chez les hommes. Une hypertriglycéridémie qui est supérieure ou égale à 1,5 g par litre. Un cholestérol HDL inférieur à 0,50 g par litre pour les femmes et inférieur à 0,40 g par litre chez les hommes. La pression artérielle qui sera supérieure ou égale à 130 par 85 mm par mercure. Et une glycémie à jeun qui est supérieure ou égale à 1,1 g par litre ou bien sous traitement médicamenteux. Donc on voyait qu'on a une transition alimentaire, on a parti de ce qui est traditionnel, naturel, aux des aliments riches avec des sucres. Bon, pour l'activité physique, définition. L'OMS définit l'activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie, ce qui comprend les mouvements effectués en travaillant, en jouant, en accomplissant les tâches ménagères, en se déplaçant et pendant les activités de loisirs. Donc, la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'activité physique, est considérée comme le 4e facteur de risque de décès dans le monde, 6%. On estime par ailleurs qu'elle est la cause principale de 21 à 25% des cancers de sein et de côlon, de 27% des cas de diabète et environ 30% des cas de cardiopathie ischémique, selon l'OMS, Stratégie mondiale par l'alimentation. Cette image explique ce que je viens de dire, qu'on a passé d'une vie physiquement active il y a longtemps à une vie de monde sédentaire. Bon, au Maroc, la pratique de l'activité physique connaît une régression car seulement 50% des jeunes déclarent pratiquer une activité physique, selon l'enquête sur la population de la santé familiale 2004 Maroc. Le Maroc, donc, à l'égard des pays en voie de développement, est en train de subir les conséquences des déviations des modèles alimentaires méditerranéens. Pour les matériels et les méthodes, il s'agit d'une étude transversale déroulant au Maroc à la ville de Salé en 2015. Un total de 300 sujets avaient participé à cette étude, dont 46,7% de sexe masculin et 53,3% de sexe féminin. Le choix de l'échantillon était fait par hasard. La collecte des données est faite à l'aide d'un questionnaire élaboré et validé localement, incluant des données socio-démographiques avec les mesures des paramètres anthropométriques et biologiques. Pour déterminer l'activité physique, on a utilisé le questionnaire IPAC, qui est l'International Physical Activity Questionnaire. Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel SPSS. Pour les résultats, au total de 300 sujets ont participé à cette étude, qu'on a disait avant. 56% appartenaient au milieu urbain et 44% au milieu rural. Donc l'âge moyen était de 31,64. Ce tableau va montrer les caractéristiques de la population étudiée. Donc voilà des numéros.
bien expliqué. Pour ce deuxième tableau, qui sera les résultats de comparaison des data entre un groupe avec le syndrome métabolique et un groupe sans syndrome métabolique. Donc, comme vous voyez, il y a des différences significatives avec l'âge, avec le poids, avec tous les paramètres qu'on a déjà cités comme définition pour le syndrome métabolique, tels que la pression artérielle, les poids HDLMI, les triglycérides. Mais également, on a aussi le CRP, qui est un marqueur de l'inflammation. Donc, il n'y a pas de différence significative pour le créatinine, pour l'urée et pour la taille. Donc, nous avons fait un croisement entre le syndrome métabolique et de l'âge. Il y avait une différence statistiquement significative entre l'âge. On a classé l'âge pour un groupe supérieur est égal à 40 et l'autre inférieur strictement à 40. Les participants avec le syndrome métabolique et les participants sans le syndrome métabolique. Donc 26 des participants, donc 8,6% avaient un syndrome métabolique, 15 femmes et 11 hommes. L'anomalie omniprésente était l'hyperglycémie, trouvée chez 100% d'entre eux, suivie par l'hypertriglycéridémie, 87%, et des cas et d'hypertension artérielle, 77%. Donc cette figure va montrer que le pourcentage de chaque donnée qu'on a trouvée. Donc 33% de la population étudiée à une activité physique faible, 47% une activité modérée et seulement 20% une activité physique élevée. Il n'y a aucune différence significative entre les hommes et les femmes. Ce tableau donne les résultats de la comparaison entre les datas du groupe avec et sans métabolique syndrome selon l'activité physique. Donc vous voyez que les groupes sans syndrome métabolique ont une activité physique modérée et high, c'est-à-dire par contre les groupes avec le métabolique syndrome métabolique sont surtout avec leur activité physique. Donc il y a une relation significative entre le niveau de l'activité physique et la présence ou l'absence du syndrome métabolique. Donc pour conclure, le syndrome métabolique s'installe lentement mystérieusement au Maroc. Il est à la fois une menace et une opportunité, alors qu'il clarifie le risque d'augmentation spectaculaire des troubles cardiovasculaires, du diabète de type 2 et de leurs conséquences. Il constitue aussi une occasion d'identifier les personnes au risque et de mettre en œuvre des stratégies de prévention tout en agissant dès le début de ces paramètres. L'activité physique est une clé importante pour de nombreux problèmes de santé qui ont en relation avec le syndrome métabolique. Les activités physiques et le style de vie sain vont sûrement minimiser les problèmes graves de santé publique dans ce pays. Et merci. Donc, l'échantillon, nous avons fait une étude à la ville de Kénitra. Nous avons pris une zone qui est composée de 3 quartiers. Donc, nous avons collecté les emballages des produits utilisés de 75 ménages correspondant à 354 personnes. Donc, nous avons ramené par la suite. Pour le colorant, nous avons 24 types ou bien 24 variétés d'additifs alimentaires, dont les plus utilisés sont le E102, la tartrazine, qui donne une couleur jaune. On a également le E160 de caroténoïdes, donc couleur orange, et le E171, dioxyde de titane, c'est un nanoparticule qui donne donc une coloration blanche. Concernant les agents de texture, nous avons 3 groupes. On a les émulsifiants, dont le plus dominant c'est le E322, donc ce qu'on appelle parfois la lécithine de soja. On a également les épaississants, dont le plus dominant c'est la glycérine ou bien parfois on l'appelle la glycérol, c'est le E422. On a les poudres à lever, que vous connaissez déjà, c'est le E500 ou bien carbonate de sodium. Pour les agents de conservation, on a les conservateurs proprement dits, qui sont dans le E202, le sorbate de potassium et les dominants. Les acidifiants sont représentés surtout par le E330, l'acide citrique,
Et on a au niveau des antioxydants le E300 ou bien l'acide ascorbique, vitamine C. Pour les agents d'améliorants, nous avons deux groupes, les édulcorants et les exhausteurs de goût. Pour les édulcorants, on a le E420, c'est le sorbitol. Et les exhausteurs de goût, on a donc le glutamate monosodique, le E621. Donc revenons donc deuxième enquête. Donc nous avons distribué nos questionnaires donc près de 900 élèves, mais seulement 417 qui ont pu répondre. Donc nous avons les primaires avec 67, les collégiens avec 82 et les lycéens avec 258. Avec bien sûr les deux sexes, masculin et féminin. Donc la plupart des élèves ont répondu par oui donc à la consommation quotidienne que vous voyez ici, donc elle est en rouge, que ce soit par niveau scolaire ou bien par sexe. Concernant donc la représentation graphique de la consommation journalière, donc par un outil de statistique, la CM, nous avons trouvé trois groupes. Un premier groupe qui est masculin, donc collège ou bien lycée, qui a déclaré consommer sur tous les produits, biscuits, boissons, bonbons, cachers, chewing-gum. Deuxième groupe, ce sont des élèves de primaire et de lycée et de sexe féminin qui ont déclaré donc consommer les chips, donc les ketchup, les mayonnaises. Et un troisième groupe, ce sont des féminins, de sexe féminin, toujours des élèves, donc collégiens et lycéens, et qui ont déclaré consommer donc la confiture et les jus de fruits, tout ce qui est base. Donc je passe rapidement. Je vous montre tout simplement les diapos, je crois. Donc parce que il y en a beaucoup. Donc pour le deuxième groupe concernant donc la consommation hebdomadaire, on a deux groupes. Un groupe qui est d'accord avec la consommation de ces produits. Je ne vais pas citer les produits. Et un deuxième groupe qui a donc déclaré donc que ne mange pas donc ces produits donc de façon hebdomadaire. Ça veut dire soit qu'ils les mangent donc quotidiennement ou bien donc mensuellement. Donc nous avons étudié également la relation produits additifs alimentaires. Pour les biscuits, nous avons trouvé qu'ils sont fortement associés donc aux poudres à lever, acides gras et émulsifiants. Les chips sont associés aux exhausteurs du goût. Donc pour les bonbons, chewing-gum, colorants et décorants, alors que pour les boissons, sont associés donc tout ce qui est de conservation, et pour les produits laitiers sont associés donc aux épaississants. Nous avons également étudié donc le taux des additifs alimentaires au sein de chaque type de produit. Nous avons trouvé que les biscuits, donc ils ont les teneurs les plus élevées, les pourcentages les plus élevés du point de vue additifs alimentaires. Mais ça n'empêche pas de dire que les bonbons et les chewing-gums, ce sont les plus dangereux du point de vue qu'ils contiennent beaucoup de colorants et surtout des édulcorants. Donc, la représentation ici, ou bien le graphe, montre que les élèves de primaire donc, sont plus exposés donc, à l'ingestion donc, des additifs alimentaires par rapport aux deux autres niveaux, collégiens et lycéens. Ici, donc, on a trouvé donc, fixé donc, les additifs alimentaires à risque. Donc, je ne vais pas donc, lire le tableau, on peut en revenir par la suite. Et ici, on a les symptômes donc, de chaque additif alimentaire. La même chose, donc, et je vais terminer donc par conclusion. Donc, la diversité, donc les produits alimentaires, donc le goût, le prix raisonnable, le changement de mode de vie sont autant de facteurs, bien sûr, qui encouragent la consommation de ces produits, mais bien sûr, ils ont des effets néfastes qu'on va voir. Donc, les conservations, l'amélioration du goût, le renforcement du couleur ont obligé les industriels donc bien sûr à faire appel à l'utilisation de ces additifs alimentaires. C'est pour cela que nous proposons de développer des moyens de communication et de sensibilisation auprès des jeunes consommateurs, surtout des futures générations, donc les enfants, informer les industriels sur les risques, bien sûr, à l'utilisation de ces additifs alimentaires, afin de les encourager, donc, soit à limiter donc, leur incorporation, ou bien donc, à chercher d'autres alternatives. Donc, et je terminerai donc, par « Je vous remercie ». Merci.
On va passer tout de suite à la présentation suivante et j'appelle Arnouki Hajar. Bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Hajar El Arnouki, première année doctorat à la faculté de sciences politiques. Je représente Casablanca et spécialement l'unité de recherche nutrition humaine. Je vais parler aujourd'hui sur mon sujet qui est suivi et évaluation de la réduction de sel dans le pain des boulangers à Casablanca. Je parlerai de suivi parce que notre laboratoire, ces 3 dernières années, a beaucoup travaillé sur la réduction de l'apport de sel dans les aliments transformés. Et je vais parler aujourd'hui sur le pain boulanger, car le pain boulanger, comme vous savez, c'est un aliment de base chez les Marocains. Donc les travaux que notre laboratoire a effectués dernièrement, c'était en 2011, et ça a commencé par la quantification du sel dans le pain boulanger, et on a trouvé que le pain boulanger en moyenne à 17,42 grammes en concentration de sel par kilogramme de farine. Par la suite, c'était en 2014 et ça a suivi par une sensibilisation auprès des boulangers de Casablanca, par une enquête CAP, ça veut dire la connaissance, attitude et pratique des boulangers par rapport à la surutilisation du sel dans la préparation du pain. 2016, cette année, on a poursuivi avec un lancement de la deuxième enquête pour la sensibilisation aussi des boulangers par rapport à la surutilisation du sel dans la préparation du pain. Et ça a commencé en janvier 2016 par le lancement de la première enquête, par la signature d'une convention entre la faculté de sciences politiques de Casablanca et la Fédération nationale des boulangers dirigée par M. Azzaz, qui n'est pas présent parmi nous aujourd'hui. Donc j'aimerais bien, avant de passer aux résultats de notre enquête CAP réalisée en 2016, je vais bien jeter un coup d'œil sur la situation qu'on a trouvée en 2014. Donc on a enquêté plus de 300 boulangers situés sur la Grande Casablanca, et 90% de ces boulangers sont au courant que le sel peut être dangereux pour la santé, et spécialement ils indiquent que le sel a toujours relation avec l'hypertension artérielle. Aussi, 80% des boulangers ne connaissent pas les recommandations de la consommation quotidienne du sel recommandées par l'OMS, et 73% ont déclaré leur volonté pour adhérer à une stratégie ou à une initiation de la réduction de l'apport de sel dans les préparations du pain. Donc en janvier 2016, on a suivi notre enquête CAP, mais avec 2 objectifs. Le premier, c'était un objectif qualitatif, et ça a concerné le dosage du sel dans le pain boulanger sur la Grande Casablanca. Ces résultats sont prévus pour juin 2016. Par contre, on avait un objectif qualitatif qui concerne le questionnaire CAP, connaissance, attitude, pratique, de ces boulangers par rapport à la surutilisation du sel dans la préparation du pain. Et le but de cette enquête était au fait de mesurer le pourcentage d'adhésion de ces boulangers par rapport à l'initiative de réduction de sel. Donc notre questionnaire, il a été réparti grosso modo en 2 parties. La première partie A qui concerne les boulangers qui connaissent déjà la stratégie, puisqu'on a fait déjà une sensibilisation dans l'année 2013-2014. Donc la première partie qui concerne les boulangers qui connaissent la stratégie est répartie aussi en 2 parties, parce que parmi les boulangers qui connaissent déjà la stratégie, l'initiation de réduction de sel, donc il y a ceux qui la pratiquent vraiment et ceux qui ne la pratiquent pas. Par contre, la deuxième partie de notre questionnaire, au fait, il a concerné les boulangers qui ne sont pas informés de l'initiation de réduction de sel dans la préparation du pain. Donc pour l'évaluation et le suivi de cette année, aussi ça a concerné la ville de Casablanca et différents arrondissements de cette ville, et l'enquête a concerné 412 boulangers
situés sur différents arrondissements. Donc, par rapport au degré de connaissance de l'initiative de réduction de sel au Maroc, les boulangers déclarent que 25% d'eux ne connaissent pas l'initiative encore de réduction de sel. Par contre, il y a 75% qui ne connaissent pas encore cette initiative. Donc, on a toujours du travail à faire. Par rapport aux boulangers qui ont déjà commencé à diminuer le sel dans le pain, parmi ceux qui connaissent la stratégie ou l'orientation stratégique de la ministère de Santé, donc il y a des boulangers, au fait, dans la totalité, il y a moins de 15% des boulangers qui ont déjà commencé à diminuer le sel. Donc dans la moyenne, ceux qui ont déjà commencé à réduire le sel, ils ont commencé par une diminution de 33% de sel par kilogramme de farine. Donc par rapport à la quantité déclarée de sel utilisée dans le pain par les boulangers, on remarque que 23, c'est par coïncidence au fait, que 23,5% parmi ceux qui connaissent déjà l'initiative et ceux qui ne connaissent pas l'initiative, ils utilisent encore entre 18 et 20 grammes de sel par kilogramme de farine. Par rapport à la nature de sel utilisé dans la préparation du pain par les boulangers, au fait, il y a 84% des boulangers qui utilisent le sel en sachet et presque 10% utilisent du sel en vrac. Donc ça, on peut toujours travailler sur le côté qu'on peut fournir à ces boulangers peut-être des sachets spéciaux pour l'utilisation, pour la préparation du pain. Ensuite, par rapport à la connaissance des recommandations de l'OMS concernant la consommation quotidienne du sel, il y a 75% en total qui ne connaissent pas encore les recommandations de l'OMS par rapport à la consommation du sel qui est de 5 grammes par jour. Au fait, notre enquête a dévoilé que 62,8% des boulangers ils sont prêts à réduire le sel progressivement dans la préparation du pain. Donc 75% de ces boulangers ont déclaré être d'accord pour commencer une diminution de 2 grammes de sel dans 1 kg de farine par année. Donc 77% des boulangers ont exprimé leur solidarité par rapport à l'initiative de réduction de sel. Enfin, j'aimerais dire que si on compare les résultats de notre enquête de 2014 et celle de 2016, on voit bien qu'il y a une petite augmentation des connaissances, des recommandations de l'OMS par rapport à l'utilisation de sel chez ces boulangers. Et en même temps, il y a une petite augmentation par rapport à l'adhésion de ces boulangers par rapport à l'initiative de réduction de sel. Donc, on a toujours besoin de la sensibilisation. On doit promouvoir la sensibilisation auprès de ces boulangers, peut-être pour arriver vraiment d'ici 2025, comme le déclare l'OMS, à une diminution de 10 grammes de sel par kilo de farine. Et merci pour votre attention. Merci pour votre présentation et on va passer tout de suite à la dernière communication et la parole est à Dr Al-Alami.